Chaque semaine, votre émission Bayenne vous est proposée dans le cadre des échanges de production radiophonique entre radios associatives. À l'occasion du jeûne du mois de Ramadan, et c'est aussi la période de carême, pendant 4 volets, nous explorerons non pas la théologie, mais l'héritage culturel, scientifique, artistique et intellectuel que la civilisation islamique a laissé au fil des siècles, et notamment dans notre pays. Au plus proche de vous, avec Moussa Alem, sur votre radio. En effet, de l'architecture aux arts, en passant par la littérature, la philosophie et les échanges qui ont façonné notre patrimoine commun, nous verrons avec Thomas Sibyl, mon invité en ligne dans votre magazine, dans lequel je vous souhaite, mesdames et messieurs, la bienvenue. Comment l'influence du monde musulman a traversé les époques et les frontières, que ce soit à travers la langue, les sciences ou encore les liens historiques entre l'Orient et l'Occident, cet héritage continue de résonner aujourd'hui. Alors, qui que vous soyez à l'autre bout du poste ou de l'écran, préparez-vous à un voyage fascinant au cœur d'une civilisation qui a contribué souvent de manière méconnue à enrichir le monde qui nous entoure. L'émission Bayenne à la croisée des cultures. Thomas Sibyl, bienvenue à l'antenne. Vous avez donc lancé il y a de cela quelques années les éditions El Baïna et Héritage de façon à avoir une littérature plus vaste qui puisse toucher des musulmans et des musulmanes comme des non-musulmans d'ailleurs, mais aussi à montrer qu'il y a un patrimoine intellectuel et spirituel musulman en France plus vaste que l'on l'imagine et qui peut être une source d'inspiration pour des musulmans afin qu'ils ne se voient pas toujours à travers l'œil de celui qui ne les aime pas. Est-ce que vous pouvez, en introduction, nous parler de votre parcours personnel et de ce qui vous a amené à devenir éditeur ? Alors, merci de m'avoir invité. Moi, je suis d'une famille catholique. Je me suis converti à l'islam en 2002. J'ai ouvert ma librairie en 2008. Et aujourd'hui, en 2025, donc, je gère 2 éditions. Une maison d'édition plutôt religieuse, donc El Baïna, et une maison d'édition plutôt culturelle, historique, héritage, dans l'objectif justement de montrer une présence ancienne donc, de l'islam en France, afin donc de créer des ponts entre les citoyens, mais également une présence intellectuelle et éditer, on va dire, l'apport intellectuel des musulmans à l'histoire de France et à la pensée en France. Comment vous percevez, Thomas, l'évolution de la représentation des musulmans et des musulmanes dans les médias, notamment, on en parle beaucoup en ce moment depuis quelques années, et justement aussi la littérature française au cours des dernières années, il y a une évolution pour vous ? Au niveau médiatique, malheureusement, la représentation n'est pas vraiment à la hauteur, puisque l'islam et les musulmans sont souvent perçus de manière très caricaturale, et lorsqu'on parle de l'islam, c'est surtout pour parler de problèmes géopolitiques ou de problèmes liés à l'immigration, liés à la banlieue, la délinquance. Ce qui fait que une personne lambda qui voudrait savoir qui sont les musulmans, que ce que pensent les musulmans, qu'est-ce que l'islam, à travers les médias, serait plus inquiète qu'autre chose. Mais le fait que dans les médias, on accentue énormément sur l'islam et les musulmans, ça pousse quand même certaines personnes à se poser des questions. Et ce que je remarque, moi, c'est qu'à la librairie, maintenant, on a quand même beaucoup de personnes qui sont pas musulmanes, qui rentrent, qui posent des questions, qui cherchent à en savoir plus, qui achètent des livres, comprendre finalement qu'est-ce que l'islam. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Et là où je vois qu'il y a une évolution très intéressante, c'est que auparavant, les musulmans étaient peut-être très en retrait, n'osaient pas s'exprimer sur leur foi ou sur leurs convictions. Et bien maintenant, on a de plus en plus de musulmans qui sont capables d'aller vers l'autre, de témoigner de leur foi, d'avoir une approche, on va dire, pédagogique pour montrer qui ils sont, qu'est-ce qu'ils croient et en quoi ils participent aussi à la vie de la cité. Et donc, ils ne doivent pas être toujours mis de côté ou perçus négativement. Et pour autant, j'ai bien compris que c'était positif selon vous, mais pour autant, est-ce que les musulmanes et musulmans s'engagent dans notre société ? Il y a un déficit à ce niveau-là, qui est peut-être justement créé par cette polémique qu'il y a au niveau politique ou au niveau médiatique, qui fait que les musulmans tombent dans 2 pièges, je pense, la chose facile ou bien la chose impossible. La chose facile, c'est qu'ils se disent, attention, moi je suis musulman, ma religion est vraie, donc pas besoin que je me mélange à la société, je vais rester en retrait pour préserver la pureté de ma foi, et donc du coup ils participent pas. Ou bien ils tombent dans la chose impossible, personne ne m'aime, il y a l'islamophobie, il y a le racisme, etc. Et donc de la même manière, ils restent en retrait parce qu'ils pensent qu'il n'a pas sa place. Et à cause de ces 2 freins, effectivement, le musulman ne participe pas assez. Mais je pense que depuis quelques années, il y a quand même une prise de conscience où le musulman est maintenant, il s'assume clairement français, il n'a pas besoin de se renvoyer toujours à des origines de ses parents, ses grands-parents ou autres. Il s'assume pleinement français, il sait qu'il a un rôle à jouer dans la société, et donc on voit de plus en plus de mamans qui participent à la vie à l'école, dans les associations sportives, dans les associations de quartier, de papas pareil, de jeunes qui font des grandes études, qui ensuite participent, on va dire, à l'université, à des rencontres, etc., et assument parfaitement leur foi, et assument parfaitement leur engagement citoyen, universitaire ou autre.
With each breath we take, your love we renew. Our creator, sustainer, we turn to you. Through life's fleeting steps, till we meet our end. Oh Allah, our guardian, our eternal friend. Moussa Alem rend le monde meilleur sur votre radio. Nous sommes au début du mois de Ramadan et c'est une période très propice à la spiritualité, mais pourquoi pas aussi à l'engagement. C'est ce que vous venez de nous dire, Thomas Sibyl. Merci encore une fois d'être avec nous. Vous avez repensé l'engagement des musulmanes et des musulmans en France à travers la culture, l'édition et la transmission du savoir, c'est bien ça ? Oui, exactement, oui. Parce que pour moi, en fait, la culture, c'est le plus important et le plus facile pour améliorer la situation et créer des liens entre les gens. Parce que on a toujours envie d'aller vite. Il y a plein de solutions qui s'offrent à nous, mais finalement, beaucoup de solutions sont juste des impasses ou bien des mirages. Mais la culture, pour moi, c'est la chose la plus importante parce qu'une personne qui est cultivée, donc qui sait qui elle est, d'où elle vient, en quoi elle croit, qui assume parfaitement son héritage, va être capable de le présenter de la meilleure des manières et de vivre en conformité avec cela. Et lorsqu'en plus on arrive à mobiliser une culture commune, donc ça veut dire même si on ne partage pas la même foi, on a une culture commune, une histoire commune, et bien de la même manière, on arrive tout simplement à avoir des relations qui soient normales parce qu'on a quelque chose à partager. Et ça peut être possible qu'avec la culture. Et si on analyse un petit peu dans l'histoire, on voit que tous ceux qui ont mobilisé la culture ont eu des fruits dans leur façon d'agir, ont eu des résultats positifs. À titre d'exemple, donc en Algérie, pendant la colonisation, il y avait donc l'association des ulama, qui était un regroupement de savants ou de penseurs, de personnes qui avaient des connaissances, qui ont mobilisé l'enseignement, la culture, le recours à l'histoire, etc. Et ils ont réussi, on va dire, à libérer les esprits à un moment où justement il y avait une situation coloniale qui était très difficile, et donc à faire naître, on va dire, des gens intègres, libres, fiers de ce qu'ils sont, qui défendent leur identité. Et bien nous, aujourd'hui, en mobilisant la culture, on peut aussi permettre aux musulmans d'être fiers de leur identité, à leur donner les moyens de faire connaître leur identité, de faire connaître qui ils sont, mais également d'avoir une culture, on va dire, qui dépasse même la religion, qui est universelle, qui permet d'avoir des relations avec son voisin, avec son collègue, des relations dans la société, et donc de créer du lien, de créer du dialogue, et donc de casser un peu les préjugés qu'il y a d'un côté et de l'autre. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Pierre angulaire de la vie de quartier qui est là pour un coup de main rapide, une conversation amicale sur le pas de la porte ou même pour veiller sur notre maison quand nous sommes absents. Et le voisin, c'est aussi celui ou celle, la voisine avec lesquelles nous partageons aussi dans cette période de carême et de ramadan, durant laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Sibyl, éditeur, pour évoquer ensemble la culture et la civilisation islamique qui comptent parmi les plus riches et les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Bayern avec Moussa Alem, là où les idées se partagent. On attribue faussement à Édouard Herriot, académicien des années 1950, chez nous, on lui attribue une phrase restée célèbre, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Est-ce qu'il faut tout oublier, Thomas, pour s'engager en tant que musulman dans la société française, ou on garde son identité ? C'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Alors je pense qu'au contraire, il faut garder son identité. Et ça me fait penser à une parole de Malik Ben Nabi, où il était interrogé sur le rôle du musulman dans ce siècle. Et il a défini ce rôle en 3 parties. Il a dit la première chose, il faut savoir qui on est. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Il faut savoir qui est l'autre, c'est-à-dire les gens avec qui on interagit au quotidien. Il faut savoir quels sont leurs centres d'intérêt, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, etc., etc. Parce que si on veut vivre avec quelqu'un, faire société avec quelqu'un, eh bien, il faut qu'on apprenne aussi à le connaître. Et la troisième chose, qui est peut-être la chose la plus importante, il faut apprendre à se faire connaître. Aujourd'hui, on est dans une société où, avec les réseaux sociaux, l'algorithme fait que on ne lit que des gens qui sont d'accord avec nous, on a des informations que conformes à ce qu'on a l'habitude de regarder, etc., qui
qui fait qu'en fait, les gens, malgré eux, se renferment les uns sur les autres, ne vivent et ne parlent qu'avec des gens qui partagent leurs idées. Et donc, forcément, il y a des préjugés qui naissent aussi bien de notre côté que du côté d'autres personnes, etc. Eh bien, si on n'apprend pas à se faire connaître, eh bien, on va laisser d'autres personnes nous définir. Alors que si on va vers l'autre, on apprend à connaître l'autre en disant voilà qui je suis, en quoi je pense, voilà ce que j'apporte comme bien à la société, voilà comment je participe à mon petit niveau, à faire le bien, à aller vers le bien, à participer au bien commun. Eh bien là, on peut faire société ensemble parce que on sait qui on est, on connaît les gens avec qui on vit, et en plus de ça, eh bien, on casse les préjugés qu'il peut y avoir en se faisant connaître. Faire France ensemble, c'est dans Bayenne, avec Moussa Allem. Mais docteur, j'allais dire, ce n'est pas si simple que cela. Il y a des stéréotypes, Thomas, et ces stéréotypes, on la dent dure. Comment les dépasser pour s'investir à tous les niveaux? Bon, moi je dirais qu'on n'est jamais jugé sur le résultat, mais par contre, il nous est demandé de fournir un effort. Si on se bloque ou on se braque parce qu'il y a des préjugés, donc des choses qui nous semblent impossibles, on va faire du surplace, on va se renfermer sur nous-mêmes et on n'est pas capable d'être une force de proposition, on n'est pas capable de proposer quoi que ce soit. Mais si par contre on fait abstraction de ces préjugés, on décide d'aller vers l'autre, on décide de participer, d'être une force de proposition, eh bien il y aura forcément des résultats. Et les résultats, on les verra peut-être pas de notre vivant, mais il y aura forcément des résultats. Ça me rappelle donc une parole du prophète alayhi salam qui dit que si la fin des temps arrive et qu'on est en train de planter un arbre, eh bien il faut continuer de planter cet arbre. Ça veut dire qu'on doit toujours être dans l'optimisme, toujours être dans l'action et ne pas justement tomber dans le pessimisme, se dire que tout est impossible, etc. Et autre chose, c'est qu'on imagine beaucoup que les préjugés sont en face, sont chez les autres. Mais il y a beaucoup de préjugés qui sont chez nous. On imagine toujours que les gens ne nous aiment pas, qu'il y a de l'islamophobie, etc. Chose qui est vraie, et les médias amplifient cela. Mais bien souvent, lorsqu'on fait l'effort d'aller vers les gens, vers nos voisins, vers nos collègues, vers nos amis, etc., on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent, et que les gens ne sont pas si opposés que ça, ne sont pas si apeurés que ça, n'ont pas autant de préjugés, mais que bien souvent, c'est nous qui avons des préjugés, et à cause de nos préjugés, on se renferme sur nous-mêmes, et donc on ne participe pas. Et comme on ne participe pas, eh ben, forcément, on alimente malgré nous les préjugés. Mais lorsqu'on fait l'effort de participer, on fait l'effort d'aller vers l'autre, et bien par notre attitude, on déconstruit tout ce que les médias, les politiques, etc. peuvent alimenter à notre sujet. في كل سنة بنستنى بقدوم الخير كله السعادة والهنا رمضان أجانا ما أحلى العزايم واللمة والبركة بتزيد معاه كل عام وانتو بخير. Chaque émission Bayenne est une histoire. Avec Moussa Allem. Au fond, ce que vous nous dites là, Thomas, existe depuis des siècles et depuis, puisque nous sommes en plein Ramadan, existe depuis les débuts de l'islam, mais de nombreuses personnalités dont vous allez nous parler certainement ont repris à leur compte ce message. Je pense notamment à quelqu'un comme l'émir Abdelkader. Bien sûr. On a souvent parlé de l'humanisme de l'émir Abdelkader. Justement, en fait, si on analyse l'émir Abdelkader, eh bien, lorsqu'il a résisté face à l'envahisseur français qui voulait coloniser son pays, il a résisté avec justice et avec droiture, en gardant comme principe la sacralité de la vie humaine. Et donc même ses ennemis ont été impressionnés par ce qu'il représentait. Et lorsqu'il a été prisonnier par la France, et donc il était assigné à résidence au château d'Amboise, il a transformé le château d'Amboise en une zaouïa, dans lequel il y avait un enseignement, il y avait la prière, et donc ça impressionnait même les gens qui venaient le visiter. Au point d'ailleurs même que parmi les nonnes qui avaient été envoyées pour s'occuper des femmes qui accompagnaient l'émir Abdelkader, parce que l'émir était accompagné de 97 personnes, dont sa mère, dont certaines de ses femmes et d'autres femmes qui étaient là. Et pour qu'elles soient soignées, elles devaient être soignées donc par des femmes. Et donc le monseigneur Dupuche avait envoyé des nonnes. Et parmi les nonnes qui étaient là, il y en a une qui s'est convertie à l'islam parce que justement elle a été impressionnée par la droiture et la piété de l'émir Abdelkader. Et l'émir Abdelkader, une fois libéré, lorsqu'il s'installe à Damas et qu'il y a un conflit et qu'on cherche à massacrer les chrétiens, que les Druzes veulent massacrer les chrétiens maronites, eh bien l'émir Abdelkader prend leur défense. Et donc, il montre que finalement, il n'y a pas une haine entre Algériens, Français ou quoi que ce soit. Il y a en fait la dignité d'un homme qui ne veut pas se laisser envahir, qui ne veut pas trahir ses principes, et donc qui, dans la guerre comme dans la paix, fait preuve d'excellence dans sa pratique. Et donc, il impressionne tout le monde, aussi bien sur le champ de bataille que dans les moments de paix et de prière lorsqu'il est au château d'Amboise, que dans les moments où il fait face à une situation où il y a l'injustice devant ses yeux. Il pourrait tourner la tête pour continuer sa vie tranquillement dans sa retraite spirituelle, mais non, il préfère intervenir pour montrer ses principes. Et donc,
Ça doit nous donner un exemple, c'est que nous, en tant que musulmans, on a des principes et quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, on doit vivre conformément à nos principes et donc toujours montrer le meilleur de nous-mêmes. Sans vouloir rentrer dans la théologie, cette excellence dont vous parlez, c'est Al-Ihsan. Al-Ihsan, le tasawwuf, voilà, c'est le haut degré de l'islam où en fait on a une telle maîtrise de la religion, on atteint un tel degré de bienfaisance que finalement on adore Dieu comme si on le voyait, même si on ne le voit pas, eh bien on sait que lui nous voit. C'est vraiment la caractéristique de l'émir Abdelkader dans sa manière de vivre et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est ce que chaque croyant aspire. Et d'ailleurs, c'est peut-être le mois de Ramadan qui nous aide et qui nous permet d'essayer d'atteindre ce stade-là où on atteint donc une maîtrise dans nos pratiques religieuses au point d'être dans l'état de droiture, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, dans la situation des musulmans en 2025 en France, où il y a beaucoup de confusion, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes économiques, sociaux, politiques, et les musulmans sont souvent mobilisés, pointés du doigt pour justifier toutes sortes de politiques invraisemblables, eh bien, on doit se rappeler de l'exemple de l'émir Abdelkader, l'exemple de personnes qui aspirent à l'excellence et se comporter de la meilleure des manières afin justement d'être une source d'inspiration pour les gens et de pouvoir changer la donne dans le sens que ces musulmans-là, finalement, quand je les côtoie au quotidien, eh bien, je vois d'eux la bonté, je vois d'eux la gentillesse, ils répondent au mal par le bien, ils sont toujours à rendre service. Et c'est comme ça, en fait, que les choses peuvent changer. Avec Moussa Allem sur votre radio, la France est plus belle. Et pour conclure, Thomas, bien que nous ayons évoqué, entre autres, l'émir Abdelkader, il y a certainement d'autres personnages ou d'autres ouvrages que vous avez édités et dont vous voulez nous parler. Il y a un livre qu'on a sorti dernièrement qui s'appelle La Fraternité musulmane, qui parle d'une association musulmane qui est la première association musulmane ouverte en France en 1907, qui regroupait un certain nombre d'intellectuels, dont une personne qui s'appelle Christian Cherfis. Christian Cherfis, c'était un disciple d'Auguste Comte, donc pour ceux qui connaissent le positivisme, donc la sociologie, c'est on va dire le fondateur de la sociologie, qui n'avait de cesse d'éloger l'islam pour son côté rationnel. Et donc ce Christian Cherfis a embrassé l'islam et il a ouvert avec un certain nombre d'intellectuels de l'époque, en 1907, une association à Paris, qu'il a appelée la Fraternité musulmane, et qui regroupait donc les musulmans qui étaient présents à ce moment-là à Paris. Il y avait des cours de Coran, des cours de langue arabe, des cours de turc ottoman, des cours sur la sira, donc sur la vie du prophète alayhi salam, et sur l'islam de manière générale. Et à titre d'exemple, il y a eu une conférence qui a été donnée par Étienne Dinet, ce peintre de la bourgeoisie française qui avait embrassé l'islam en Algérie, qui a parlé donc des lumières islamiques. Il a choisi quelques grands principes islamiques qu'il a présentés. Et cette conférence a été perdue, c'est-à-dire on n'a plus trace de cette conférence. Sauf que, à la même époque, cette conférence a été traduite en arabe en Égypte afin de montrer le dynamisme de l'enseignement de l'islam qu'il y avait en France. Et nous, on a retrouvé donc cette conférence, on a retraduit finalement de l'arabe au français pour retrouver l'original. Et ça nous montre que finalement, en 1907, il y avait une présence intellectuelle en France au niveau de l'islam qui était vraiment très forte. Et donc, ça nous donne de l'espoir aujourd'hui. Si en 1907, on a pu ouvrir une association musulmane qui regroupait de grandes personnalités, eh bien, ça veut dire que nous, en 2025, on ne doit pas perdre espoir. Merci Thomas, c'est ce que nous verrons lors de notre prochaine émission, l'héritage intellectuel et spirituel musulman en France. Merci à vous et bien évidemment, celles et ceux qui veulent vous suivre, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Insta. À bientôt Thomas. À bientôt, merci beaucoup. Thomas Sibyl, que vous retrouverez si vous habitez en région parisienne, à Argenteuil, à la librairie El Baïna, ou si vous êtes loin, rendez-vous sur la toile www.lba2yinah. Vous y découvrirez des œuvres essentielles, et notamment celle de l'émir Abdelkader que nous avons évoquée, sans oublier Malek Benabi. Bayenne sur les réseaux pour rester en contact avec Moussa Allem. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre exploration à travers la culture, l'histoire et la civilisation islamique et particulièrement son héritage dans notre pays. Rendez-vous donc même radio, même fréquence et même heure. D'ici là, portez-vous bien, promettez-nous d'être heureux. Dites je t'aime à celles et ceux que vous aimez et que la vie vous soit douce.